3 buts et 3 passes D au compteur, décisif 6 fois en 5 matchs, le très bon début de saison de Luis Enrique a été très remarqué, des performances qui illustrent une vraie progression et qui montrent bien qu'il n'est plus le même joueur que le Luis Enrique qui était parti à Botafogo dans la différence quasi générale. Pourtant remplaçant dans l'esprit de De Zerbi dans un premier temps, il a confirmé match après match qu'il pouvait être plus qu'une solution de remplacement, une montée en puissance qui n'a échappé à personne et qu'on va tenter d'analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans un premier temps on va revenir sur son parcours en retraçant son aventure à l'OM avant de se demander comment on peut expliquer sa métamorphose et jusqu'où peut-il aller. De votre côté, est-ce que vous êtes maintenant pleinement convaincu par Luis Enrique? Est-ce que vous pensez qu'il peut confirmer son très bon début de saison sur la durée? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que Jonathan Rowe va s'affirmer comme titulaire à sa place dans les prochaines semaines? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre en retraçant son parcours depuis ses débuts à Tres Passos. Il y a 4 ans, on avait parlé en détail de la période qui précède son transfert à l'OM dans la présentation, mais on va refaire un point dans l'analyse d'aujourd'hui pour se rafraîchir la mémoire. Pour rappel, il a été formé à Tres Passos où il est resté jusqu'en 2018. Entre temps, il y a eu l'épisode Bayern, il l'avait repéré pendant un tournoi et l'avait invité à participer à des matchs amicaux, mais Luis Enrique n'a pas signé au Bayern pour autant. Après ça, il signe à Botafogo, il joue principalement avec les jeunes pendant sa première saison, mais Alberto Valentim décide de le lancer en fin de saison, avec d'abord une entrée en jeu contre l'Atlético Mineiro, puis une titularisation contre Ceará avec une première passe D pour son premier match comme titulaire. En 2019-2020, il a joué 19 matchs pour 2 buts et 4 assists. Sans avoir des stats incroyables, il brille par ses qualités balle au pied, sa vitesse, sa capacité à donner le ballon au bon moment et aussi sa polyvalence parce qu'il peut jouer à gauche et à droite. À la surprise générale, il signe à l'OM en septembre 2020, un transfert de 8 millions d'euros pour un jeune brésilien prometteur, ça me plaisait beaucoup sur le papier. Faut dire aussi que Villas-Boas avait contribué à la hype en expliquant que c'était une pépite, mais là où ça m'a surpris, c'est quand il a dit que Luis Enrique avait toutes les qualités pour être un avant-centre. À Botafogo, il jouait ailier gauche ou ailier droit, je crois qu'il avait dépanné un match comme attaquant de pointe, mais ça s'arrêtait là. Ça n'avait rien à voir avec les pistes qui étaient sorties avant, comme José Juan Macias, El Bilal Touré, Darwin Núñez qui était la priorité mais Benfica nous a doublé, et même Luis Suarez qui était déjà ciblé à l'époque avant de signer il y a 2 ans. Luis Enrique coûtait moins cher que tous les joueurs cités, c'était un choix de Longoria qui a été validé par Villas-Boas et par Franck McCourt, mais il misait finalement sur le fait qu'il puisse être une solution en pointe avec Benedetto et Ake. En tout cas, pour revenir à l'aspect sportif, il n'a joué qu'une poignée de minutes sur les 6 premiers mois. On se souvient du match face à Porto où AVB le met titulaire, et clairement c'était pas un cadeau. On a eu le droit à une autre déclaration de Villas-Boas qui dit clairement qu'ils se sont trompés en recrutant Luis Enrique parce qu'il ne sera finalement pas l'avant-centre espéré. Quand t'es joueur et que t'entends ça, ça doit pas faire plaisir, et finalement il va devoir se contenter de quelques entrées en jeu jusqu'au départ de Villas-Boas. Nasser Larguet le relance pendant son intérim contre Nice où il est passeur décisif. Il y a aussi 2 entrées décisives contre Brest avec une passe D, et 2 passes D aussi contre Rennes au match suivant. Une autre un peu plus tard contre Strasbourg, et finalement Sampaoli lui a permis d'enchaîner les matchs même s'il n'était pas toujours titulaire. Par la suite, en 2021-2022, il n'était quasiment jamais aligné, 25 matchs au total mais très peu utilisés sur la deuxième partie de saison. Par conséquent, l'OM le prête avec option d'achat à Botafogo, s'il la levait ça permettait à l'OM de récupérer les 8 millions d'euros qui ont été investis, et à ce moment-là on a vraiment l'impression que son aventure marseillaise est terminée. Il a été prêté 1 an et demi, un prêt qui lui a fait du bien sur le plan sportif et aussi sur le plan personnel. Au total il a joué 59 matchs pour 6 buts et 4 passes D. En janvier, Botafogo n'est pas contre l'idée de le garder, mais il demande à baisser le montant de l'option d'achat par rapport à leurs difficultés financières. L'OM se montre inflexible, Longoria avait clairement dit en conférence de presse qu'il était content de son prêt, qu'il avait progressé et qu'en dehors de l'intérêt de Botafogo, il avait plusieurs prétendants au Brésil comme en Europe. Contre toute attente, le choix qui va être fait c'est de l'intégrer à l'effectif de Gattuso avant de prendre une décision en fin de saison. 6 mois pendant lesquels Luis Enrique va rendre de très bons services, buteur contre Clermont, un gros match contre Monaco, une grosse perf contre Benfica comme piston. Jean-Louis Gasset appréciait beaucoup et le baladait un peu partout, sur les ailes ou comme piston. Surtout son passage marseillais, il est passé d'indésirable à belle surprise, ça lui a permis de marquer des points et de faire partie du groupe retenu pour la prépa avec De Zerbi. Au départ, le coach le voit comme un remplaçant en attendant l'arrivée d'un ailier gauche titulaire, et dans le même temps, Luis Enrique se retrouve à 1 an de la fin de son contrat, et les discussions pour une prolongation vont animer le début de mercato. On se souvient d'une info qui disait qu'il avait laissé 2 offres en stand-by et qu'il réfléchissait. Il va finalement prendre de l'importance aux yeux de De Zerbi avec une prépa prometteuse et surtout un début de saison canon. Doublé face à Brest pour commencer, 2 passes D contre Toulouse et un but qui ne lui a pas été attribué parce que c'était un contre son camp. On peut ajouter son but magnifique contre Nice qui confirme qu'il n'est plus le même joueur. Il a été audacieux, il a pris sa chance et ça paye. Plus récemment, il est passeur décisif sur le but de Lirola dans un match contre Lyon où il n'a pas énormément brillé. Ça fait 3 buts et 3 passes D en 5 matchs, c'est juste excellent. Il a déjà marqué plus que sur ses premières saisons réunies, donc c'est plus que prometteur. Il a prolongé jusqu'en juin 2028 avec un salaire qui a sans doute été revu à la hausse pour coller à son nouveau statut comme pour Balerdi. Une belle marque de confiance de la direction pour un joueur qui a gagné sa place alors qu'il était considéré comme indésirable, puis comme une solution de remplacement, et maintenant un joueur
qui n'est toujours pas sorti du 11 de De Zerbi depuis le début de saison. À l'OM, on aime bien les joueurs qui déjouent les pronostics, et c'est clairement le cas de Luis Enrique sur le début de saison. Maintenant, comment expliquer cette montée en puissance qui ressemble presque à une métamorphose tant le joueur est différent de celui qu'on a connu par le passé? Après, c'était un jeune joueur de 18 ans qui quittait le Brésil pour la première fois, qui n'avait joué que quelques matchs au plus haut niveau, qui a été recruté pour occuper un rôle d'avant-centre qu'il ne maîtrisait pas. J'avais la sensation qu'il jouait la peur au ventre, qu'il ne levait pas assez la tête et qu'il avait beaucoup de mal à tenter des choses. En gros, ça manquait d'audace et ça contrastait nettement avec les choses prometteuses qu'il avait montrées à Botafogo, comme sa capacité d'élimination et ses qualités collectives. Son recrutement a été validé par Villas-Boas, mais il l'a finalement très peu utilisé. Larguet et Sampaoli lui ont un peu fait confiance, ça lui a permis de faire 5 passes D sur la deuxième partie de saison, mais Sampaoli l'utilisait de moins en moins au fil du temps. Le tournant, c'est le prêt à Botafogo qui lui a permis de retrouver un environnement qui lui était familier, d'enchaîner les matchs, et finalement les circonstances ont fait qu'il a eu une nouvelle chance à l'OM par la suite, ça tombait bien et il a su la saisir pour apporter un peu à une équipe en grande difficulté. Gasset disait de lui qu'il était à l'écoute, qu'il travaillait beaucoup et qu'il savait se mettre au service du collectif en s'adaptant à des postes qu'il maîtrisait peu. Dans un entretien pour l'équipe, son ex-agent Cristiano Manica explique sa montée en puissance. Il considère qu'il a toujours eu les qualités, mais qu'il n'était pas suffisamment focus à cause de son premier beau contrat qui a fait passer le foot au second plan. Il explique aussi qu'il est devenu plus mature parce qu'il s'est marié, il a eu un enfant aussi. En dehors de cet aspect-là, je trouve qu'il prend plus d'initiative que sur ses premières saisons. J'ai aussi l'impression que sa vision de jeu est plus efficace. Je l'ai souvent dit dans les dernières vidéos, mais j'ai beaucoup aimé sa connexion avec Quentin Merlin. Il combine bien, il se trouve parfaitement, il permute. En plus, Luis Enrique a élargi sa panoplie en étant capable d'apporter dans le cœur du jeu sur certaines séquences. Il est plus efficace dans les derniers mètres et impliqué défensivement, donc c'est de plus en plus intéressant. La prolongation, c'est finalement une juste récompense, mais ça a aussi un intérêt économique pour le club. Un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, c'est très inconfortable parce qu'il y a la menace d'un départ libre. Luis Enrique est maintenant sécurisé et forcément sa valeur marchande va monter après ce très bon début de saison. Il aura sans doute des prétendants sur les prochains mercatos et avec un contrat qui court jusqu'en juin 2028, tu peux imaginer faire une belle vente s'il confirme sur la durée, et pour le coup on n'aurait pas misé là-dessus il y a encore quelques mois de ça. Là où c'est intéressant dans l'aspect sportif, c'est qu'il a un vrai concurrent derrière lui, Jonathan Rowe qui a fait des entrées impactantes et qui a mis un but magnifique pour nous offrir les 3 points contre Lyon. Il pousse de plus en plus et comme il marque des points, ça va obliger Luis Enrique à maintenir ce niveau de performance pour garder sa place. En tout cas pour nous c'est royal d'avoir 2 joueurs qui sont capables d'apporter. À l'heure actuelle, Luis Enrique a toujours un peu d'avance dans la hiérarchie parce qu'il est plutôt régulier. Il a été décisif 6 fois en 5 matchs, donc il faut capitaliser sur cette très bonne dynamique, mais je serais pas surpris que Jonathan Rowe saisisse sa chance parce qu'il a aussi de vraies qualités. Cela dit, Luis Enrique a marqué beaucoup de points en tant que titulaire, ça illustre bien sa progression ces derniers mois et son adaptation rapide au système de De Zerbi. Longoria doit jubiler parce que le temps lui donne raison, ça n'a pas été simple sur les premières saisons, mais on semble enfin voir le vrai niveau de Luis Enrique. C'était un jeune joueur au départ, mais on sent qu'il est beaucoup plus mature et plus complet aujourd'hui. On espère qu'il va confirmer sur la durée en continuant de progresser, en étant encore plus régulier et encore plus déterminant. On fera les comptes à la fin de la saison, mais ce qui est certain, c'est qu'il a déjà joué un rôle très important sur le début de saison. Évidemment, un joueur ne peut pas enchaîner tous les matchs de la saison sans connaître une petite baisse de régime à un moment donné. Faudra pas s'en inquiéter plus que ça, mais ce qu'on voit depuis le début de saison est quand même très intéressant et contraste nettement avec le Luis Enrique qu'on a connu entre 2020 et 2022. Il s'est bien fondu dans le collectif de De Zerbi, il a gagné sa place sur le terrain alors qu'il était considéré comme un remplaçant au départ. Maintenant voilà, il y a la concurrence de Jonathan Rowe qui va être bénéfique pour tout le monde. Si ça pousse les deux à se dépasser, ce sera que du positif à l'image de la concurrence Wai-Mopé, même si elle est beaucoup plus claire que celle entre Rowe et Luis Enrique. Ce qui me plaît, c'est l'idée de doubler les postes avec des joueurs impactants qu'on pourrait finalement appeler des titulaires bis. Ça augmente le niveau général de l'effectif, ça permet d'avoir des joueurs frais qui apportent en cours de match et des joueurs qui sont prêts en cas de blessure aussi, donc c'est une très bonne chose. Pour conclure sur Luis Enrique, on espère qu'il va continuer sur cette voie. S'il continue à se montrer décisif, on va avancer de plus en plus vers nos objectifs. Ça peut véritablement lancer sa carrière européenne, et ça peut aussi le faire basculer dans une autre catégorie de joueurs. Reste à voir s'il aura un jour l'occasion de porter le maillot de la Seleção, mais évidemment leur secteur offensif est hyper concurrentiel, donc c'est très compliqué de se faire une place, mais sait-on jamais. En tout cas, Luis Enrique semble enfin lancé avec une progression bien visible et un prêt à Botafogo qui lui a permis de se relancer. C'est la belle surprise de ce début de saison, un joueur qui n'avait pas montré toutes ses qualités sur les 2 premières, mais qui a su inverser la tendance en travaillant beaucoup, en se mettant au service du collectif ces 6 derniers mois, et en se montrant plus décisif et en étant aussi plus professionnel. J'arrive à la fin de cette vidéo qui visait surtout à faire un gros point sur la progression de Luis Enrique parce que c'est un sujet que je trouvais intéressant à faire en vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Enrique dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match de Strasbourg et le débrief. D'ici là, n'hésitez pas à aller jeter un œil au dernier épisode de Que sont-ils devenus qui est sorti mardi, c'est le 8ème de la série. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.